En 20 minutes, je vais essayer de vraiment concentrer ce que j'ai à dire pour vous laisser à vous poser des questions. Parce que là, je peux rester 5 heures, 6 heures à vous raconter un petit peu ce qui se passe au Moyen-Orient et qu'est-ce que nous faisons afin de changer la réalité. Je fais partie en fait du camp de la paix, je pense, depuis que j'ai quitté l'armée, quand j'étais à mon service militaire, et c'était à la guerre de Kippour, où j'étais affectée dans l'unité qui recevait les noms des morts, des blessés, des disparus, et parmi eux des amis à moi. On venait de terminer le lycée. Et c'était un tremblement de terre. Et après la guerre, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas parmi nos voisins des partenaires? Est-ce qu'on ne peut pas parler? Est-ce qu'on ne peut pas négocier? Comme on nous disait, il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas de partenaire. Et c'est là où j'ai commencé à militer. Tout d'abord, très près des accords d'Oslo avec les accords de Camp David avec l'Égypte et avec la Jordanie. C'était l'époque de Rabin, on parlait de l'âge d'or, voilà, finalement, le conflit va être résolu. Et 3 balles ont non seulement assassiné un premier ministre, un être humain, mais a changé la société israélienne. Et depuis, ça continue à escalader. Il y a eu déjà 4 opérations à Gaza. Le 7 octobre, la guerre vraiment qui a fait des carnages tragiques à Gaza. Vous savez, je peux parler de chiffres, mais pour moi, chaque être humain est tout un monde, comme j'ai dit aujourd'hui pendant la commémoration de Rabin. Alors, ce que je vais essayer surtout c'est de vous donner un peu d'espoir. L'espoir, c'est pas un mot anodin. L'espoir, c'est un verbe. C'est-à-dire qu'il faut faire des actions. Et le désespoir n'est pas un plan de travail. Et donc, avec mes collègues palestiniens et israéliens, c'est ce que nous essayons de faire, c'est de gagner du terrain au niveau de la réconciliation, tout d'abord, la guérison et puis la paix. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait une réconciliation. Et moi, toujours, je parle la semaine dernière, comme je suis rabbin, je ne sais pas le public s'il est laïque, s'il y a des gens qui sont croyants, mais la semaine dernière, nous avons lu la portion qui parle de la mort de Sarah. En fait, elle s'appelle la vie de Sarah, mais en fait, c'est la mort de Sarah, notre patriarche. Et puis à la fin, c'est la mort d'Abraham, le père fondateur des 3 traditions révélées. Et en fait, il y a eu une réconciliation entre Ismaël et Isaac. Parce que tous les deux vont aller enterrer leur père au caveau des patriarches. Donc il y a une réconciliation. La paix ne va pas venir comme ça. Il faut d'abord reconnaître les erreurs du passé et pour pouvoir construire une confiance, il faut qu'il y ait une période de guérison parce que les 2 peuples sont meurtris et je ne fais pas de comparaison qui est plus meurtri que l'autre, chacun avec tout d'abord la situation n'est pas symétrique. Nous avons un État qui est très bien établi, fort, Israël. Nous avons de l'autre côté une autorité palestinienne qui est affaiblie de plus en plus
par le gouvernement israélien. Et nous avons Gaza avec le Hamas, qui a été pendant des années, presque 20 ans, a été soutenu par le gouvernement de Netanyahou, puisque Netanyahou, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. L'argent qui rentre, qui a nourri le Hamas, pas seulement de l'argent du Qatar, c'est de l'argent français, c'est de l'argent de vos impôts, c'est de l'argent américain. Tout le monde a financé le Hamas. Tout le monde. Alors, comme disait le rabbin Abraham Joshua Heschel, qui a milité auprès de Martin Luther King pour les droits des Afro-Américains, il disait « Peu sont coupables, nous sommes tous responsables ». Et étant donné que moi je me sens responsable, et mes collègues aussi, je vais vous raconter un petit peu ce que nous faisons sur le terrain afin de faire évoluer la situation. Et je peux vous dire que nous travaillons dans des conditions très très difficiles. Actuellement, tous les yeux sont virés vers Gaza. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Les frappes de l'armée israélienne continuent. Aujourd'hui, il y a eu des tirs du Hamas envers l'armée israélienne sur le périmètre jaune, ce qui a entraîné une frappe au Moissi. Le Moissi, il y a tous les camps de personnes déplacées. Donc, il n'y a pas de cessez-le-feu. Ça ne veut pas dire que les troupes israéliennes sont à l'intérieur de Gaza, mais Gaza est détruite. Et quand je parle de Gaza, je ne parle pas seulement de la ville de Gaza, je parle de toute la bande de Gaza. Il y a de nouveau des dizaines de milliers d'orphelins, des enfants, des orphelins. Et ce que nous avons commencé à faire avec un Palestinien qui vit aux États-Unis, au nord de la North Carolina, c'est un neurochirurgien qui est arrivé à Gaza au mois de novembre pour faire des opérations, parce qu'il y avait des milliers et des milliers de blessés. Et quand il a demandé à voir les otages et à voir si les otages ont besoin de traitement, le Hamas lui a dit, si tu t'approches des otages, on te tue. Et là, il est reparti en North Carolina et il a monté une association aux États-Unis, on a monté une association en Israël et en Palestine qui s'appelle les villages des enfants de Gaza. Et nous avons actuellement 5 villages qui abritent 1500 orphelins dans chaque village. Ces enfants reçoivent 2 repas par jour. Ils reçoivent une éducation différente de ce qu'ils avaient l'habitude de recevoir, pas un endoctrinement. On travaille avec eux avec beaucoup de l'art, de la musique. Toutes les enseignantes, c'est des enseignantes, c'est pas des enseignants. Et on a un système de sécurité autour de ces villages afin que le Hamas n'approche pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas essayer d'approcher à un certain moment, pour l'instant. Et tout ça est fait avec la coopération d'Israël afin de s'assurer que les personnes qui travaillent dans les villages ne sont pas des membres du Hamas. Tout passe par et l'autorité palestinienne et Israël pour vérifier que ces gens sont nets, ils sont propres. Donc ça c'est une première initiative. C'est une initiative de Palestiniens et d'Israéliens. Nous avons une représentante près de Hébron qui fait le
nous avons une équipe de Gazaouis à Gaza, dans ces villages d'orphelins. Et maintenant, on a commencé à créer à l'intérieur, mais dans un espace un peu séparé, nous avons commencé à organiser des centres pour les femmes, parce qu'il y a un phénomène de prostitution. C'est pas que les femmes veulent être prostituées, mais afin d'avoir accès à la nourriture pour les enfants, elles se prostituent, parce que l'aide humanitaire, en fait, ceux qui mettent la main dessus, c'est des clans d'hommes et le Hamas. Et donc, les femmes, elles n'arrivent même pas à avoir accès à cette aide humanitaire. Donc, ce que nous faisons, c'est on crée des centres. C'est pas des abris, c'est pas des refuges, on ne veut pas les mettre dans une position. Non, c'est des centres pour les femmes où on va créer des cuisines. Elles vont recevoir des produits alimentaires et elles vont cuisiner pour la communauté et elles vont cuisiner pour leurs enfants. Donc ça c'est très important parce que nous voulons absolument lutter contre cette prostitution des femmes qui sont vraiment très très vulnérables. C'est un patriarcat, nous le savons, et donc on essaye de... La troisième chose que nous faisons à Gaza, c'est nous allons prendre 3 hôpitaux dans 3 endroits différents que nous allons transformer en hôpitaux pédiatriques avec centre de réhabilitation. Les enfants sont traumatisés, il y a beaucoup d'enfants qui sont blessés, il y a des enfants qui sont malades. Et lorsque on essaye de faire appel à la communauté européenne, surtout à la France, on fait face à un mur. On ne veut pas faire venir des enfants, on ne veut pas traiter ici des enfants. Ils disent pas ça bien sûr comme ça, mais c'est en fin de compte, c'est ce qui ressort. Donc là, on va faire sortir 50 enfants à Madrid. Parce que les Espagnols ils ont accepté de prendre ces 50 enfants qui sont d'une part blessés et d'autre part sont atteints de cancer. Ils ont besoin de traitement. Et actuellement à Gaza, c'est pas possible d'avoir des médicaments. Chaque fois qu'on a besoin de médicaments, on doit passer par des routes insurmontables pour faire rentrer les médicaments à Gaza. Donc c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons créé une association israélienne qui pourra aller demander des ordonnances et les faire passer à Gaza. Je ne vais pas vous décrire les ruines. On ne sait pas encore combien de morts parce qu'il y a beaucoup de morts qui sont entre les ruines des maisons. Il y a des dizaines de milliers d'enfants orphelins, des mamans qui ont perdu leur mari. Donc ça, c'est un pas vers pour construire de nouveau une confiance entre des Israéliens et des Gazaouis, puisqu'on a toute une grande équipe. C'est une équipe qui construit les orphelinats. On a besoin de matériel scolaire. Les enfants reçoivent 2 repas par jour, très équilibrés, qui nous sont offerts par le Children's Kitchen, World Kitchen, Children's Kitchen. En fait, c'est une association américaine qui, donc, c'est indépendamment de l'aide humanitaire internationale qui afflue. Nous avons réussi à faire entrer 500 chaises roulantes, parce qu'il y a des enfants qui ont perdu leurs 2 pieds, ne peuvent pas marcher. On a réussi à faire entrer des prothèses pour les enfants, et de nouveau,
c'est une coopération entre Palestiniens et Israéliens. C'est une association israélienne qui se trouve à Tel Aviv et une association qui se trouve à Bethléem. Et ensemble, nous travaillons, nous œuvrons afin que les enfants puissent vivre plus ou moins correctement. Nous avons fait rentrer 2 camions de substituts de lait pour les bébés. Il n'y a pas. Je ne vous parle pas de l'état de l'eau. Il y a un risque que la polio va se propager, parce que l'eau, elle n'est pas potable. Donc, nous essayons de sauver le plus que possible d'enfants, des enfants et des femmes. Puisque finalement, la guerre, elle est faite par les hommes et pas par les femmes. Et les femmes ne sont pas autour de la table des négociations. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous œuvrons pour que les femmes fassent partie des négociations politiques. Parce que nous, en tant que femmes, qui donnons la vie, nous savons qu'est-ce que ça veut dire de perdre un enfant. Et nous avons une autre manière de penser qui est bien sûr beaucoup plus créative que ces politiques qui se trouvent autour de la table. Juste au niveau de la tradition juive. Le 7 octobre a été un choc, un tremblement de terre, et surtout que ça a visé les kibbutzim qui soutenaient les Gazaouis. Viviane Silver, avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans sur un projet, 50 ans de sa vie, elle a dédié pour la paix. Et Viviane Silver a été brûlée vif dans sa maison. Son fils continue son œuvre, continue à émettre la voix de Viviane Silver. Et dans la tradition juive, c'est vrai, on a eu un choc terrible, mais la réponse a été trop loin. Je ne parle pas de génocide, c'est pas un génocide, excusez-moi. Personne ne parle de ce qui se passe au Soudan, où il y a un génocide. Personne ne parle des Ouïghours, personne ne parle de ce qui se passe au Congo, au Yémen, ok? Mais chez nous, c'est un génocide, ok? Alors, moi, je n'utilise pas des grands mots, parce que pour moi, vraiment, chaque vie humaine compte. Chaque vie humaine compte. Et c'est loin d'être un génocide. Il y a quelques fous chez nous, c'est vrai, qui parlent d'exterminer, mais ce n'est pas une politique ouverte. Il n'y a pas une solution finale du peuple palestinien. Vous venez de parler de la phase 2 de Trump. Alors, mon analyse, c'est que la phase 2, ça va être une catastrophe pour les Palestiniens à Gaza, parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont diviser la bande de Gaza en 2, et de Gaza au nord, ça va être la Riviera de Trump, parce qu'il n'a pas lâché cette idée. Ils vont concentrer tous les Gazaouis, 2 millions de Gaza vers le sud, donc sur un territoire encore plus réduit. C'est un programme américain et saoudien. Et de nouveau, le problème des Gazaouis ne va pas être résolu. Et on va perpétuer de nouveau le conflit. Donc, il faut faire vraiment attention et lire bien le programme de Trump et surtout ce qu'il y a entre les lignes, parce que ce n'est pas les mots eux-mêmes, mais c'est ce qu'il y a entre les lignes.
Dans la tradition juive, il est interdit, on dit ne triomphe pas quand ton ennemi tombe. Et actuellement, à cause du 7 septembre, il y a les Israéliens, même que les otages sont déjà revenus, il en manque encore 4, les Israéliens ne peuvent pas pardonner le 7 octobre. Ils sont encore dans cette phase du 7 octobre. Et d'autre part, nous avons un gouvernement d'extrême droite avec des faux gouvernements. Et ce n'est pas seulement Smotrich et Ben Gvir. C'est très facile de pointer le doigt sur ces deux. C'est tout le gouvernement israélien. Et Netanyahou à la tête du gouvernement. C'est lui il est la tête et c'est lui le responsable. Et dans les manifestations, c'est exactement ce que nous disons. Tu es la tête, tu es responsable. Tu es coupable. Alors, ne triomphe pas quand ton ennemi tombe. Il faut avoir une certaine compassion envers l'ennemi. Et ça me ramène toujours à ce passage dans la Bible, lorsque les 12 tribus traversent la mer Rouge, et quand ils traversent, ils voient les Égyptiens qui se noient dans la mer Rouge, ils commencent à chanter, à danser. Et à ce moment-là, Dieu dit, mes créations se noient, meurent, et vous chantez. Donc, il y a ici une valeur, tu ne triomphes pas. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, qui est une loi, c'est les lois de guerre dans la loi juive. Lorsque tu t'approches d'une ville pour la combattre, d'abord appelle à la paix. On n'a pas fait ça. On a nourri le Hamas, on n'a pas fait appel à la paix. Si tu sièges longtemps une ville avec laquelle tu es en guerre pour t'emparer d'elle, tu ne détruiras point les arbres. Si tu sièges une ville, c'est pas pour la détruire. Si tu t'approches d'une ville, c'est pour la combattre, non pas pour l'affamer, et non pas pour la soifer, et non pas pour la tuer en souffrance. Ça, c'est les lois traditionnelles juives de la guerre. La guerre, c'est horrible. À la guerre, ceux qui payent le prix, c'est des êtres humains, c'est les individus. Mais nous avons quand même une encre. Comment il faut se comporter d'une manière la plus humaine. Tu n'as pas le droit d'affamer une ville. Là, on a affamé pas une ville, on a affamé toute la bande de Gaza. Le gouvernement israélien a oublié ce que ça veut dire qu'être juif. Et maintenant que tous les yeux sont virés vers Gaza, personne ne s'occupe de la Cisjordanie. Et ce qui se passe actuellement en Cisjordanie, c'est la prochaine explosion qui va arriver, elle sera encore plus sanglante que ce qui s'est passé à Gaza. Parce qu'en Cisjordanie, il y a 3 ans, quand je sortais faire la cueillette des olives, en fait, c'est tout un programme que le rabbin pour les droits humains ont mis en place déjà depuis il y a 24 ans. Ça fait 24 ans que je fais chaque année ce travail. Avec des volontaires israéliens et des rabbins, nous partons dans les villages des fermiers pour être des boucliers humains. Et les boucliers humains, c'est pas contre le Hamas, cette fois-ci, c'est contre les Juifs. Parce que les avant-postes n'arrêtent pas d'harceler les fermiers palestiniens, arracher les arbres, alors qu'il est interdit d'arracher les arbres, de voler les olives, alors qu'il est interdit de voler les olives, pas seulement les olives, de voler
ce qui appartient à autrui, et pas seulement aux Juifs, à n'importe quel être humain. Ils mettent le feu sur des parcelles des champs d'oliviers. Et depuis le 7 octobre, s'il y a 4 ans, au nord de la Cisjordanie, près de Nablus, il y avait un avant-poste, aujourd'hui il y en a 6. Depuis le 7 octobre, il y a eu 135 nouveaux avant-postes et toutes sortes de fermes individuelles. Il y a la chasse aux bergers dans la vallée du Jourdain. C'est vraiment, ils veulent faire là-bas un nettoyage ethnique. Et nous, on est sur place. On arrive, on protège les bergers. On est avec eux sur place. Et souvent, on est attaqué par ces colons. Et beaucoup d'entre nous ont été blessés. Dans le village, il y a chaque soir des attaques contre les villages palestiniens. Ce qu'Israël a fait depuis le 7 octobre, c'est de mettre des barrages. Autrefois, c'était vraiment des checkpoints où il fallait passer. Maintenant, dans les villages, il y a des barrages jaunes avec des sensors électroniques. Donc, ils ferment. Ils ouvrent le matin, ils ferment. Moi-même, j'étais une fois près de Ramallah. Je voulais sortir avec ma voiture. La route était bloquée. Il y avait l'armée, il y avait les colons qui ont fermé la barrière, l'armée qui n'a rien fait. D'ailleurs, l'armée, quand on arrive là-bas, ils ne font rien, ils sont avec les colons. Donc il y a ici une politique, il y a ici une stratégie. Et la stratégie, c'est de prendre le plus de terre possible. Okay? Et personne n'en parle. Alors, c'est très gentil de la part de votre président de faire cette déclaration, mais bientôt, ça ne pourra pas être appliqué sur le terrain, parce qu'il y a déjà une annexion de fait. Il y a déjà une annexion de fait. Alors, ce sera quoi l'État palestinien? Ce sera des petits cantons, Ramallah avec quelques villages, Nablus avec quelques villages, Jenin avec quelques villages. Donc, ça, c'est quelque chose que nous essayons d'arrêter en faisant appel à la Cour suprême, en étant sur place et en protégeant les fermiers palestiniens. Au sud de la Cisjordanie, dans la région de Hébron, c'est encore pire, parce que la population là-bas, elle n'est pas très dense. Et autrefois, c'était des nomades, mais ça fait déjà plus de 100 ans qu'ils sont sur place. Et il y a un nettoyage ethnique, carrément un nettoyage ethnique. Quand vous voyez le film No Other Land, il n'y a pas d'autres patries ou terres de Masfariata, c'est un cas. Et ça n'a pas commencé avec l'Oscar. C'est arrivé à la conscience des gens parce qu'ils ont eu l'Oscar pour le film. Okay? Mais ça a commencé déjà en 1999 avec l'évacuation de 12 villages. Et nous savons que ces gens étaient là depuis plus de 100 ans. Comment nous le savons? Parce que nous représentons ces gens auprès de la Cour suprême. Parce que quand l'armée veut venir les évacuer, nous, on achète les prises aériennes du mandat britannique. Et là, on voit que les parcelles, elles sont déjà cultivées. On voit des gens dans les prises de 1917. Et c'est comme ça qu'on arrive à prouver à la Cour de justice, que
ces gens ne se sont pas installés hier. Ils ne se sont pas installés en 67. Ils étaient là déjà avant les Britanniques, avant les Ottomans. C'est très difficile de lutter, mais je pense que la société israélienne, elle est en réveil. Elle est en éveil. C'est très difficile, après 20 ans d'un gouvernement de droite qui a mis sa main sur toutes les structures démocrates du pays. Donc le dernier bastion, c'est la Cour suprême. Et c'est là la grande lutte qui a commencé avant le 7 octobre, qui a été arrêtée par le 7 octobre, et maintenant qui va reprendre. Parce qu'ils n'ont pas dit ça suffit, ils n'ont pas dit on arrête. Ils veulent démolir tout, et en fait, Israël ne sera plus un État démocratique. Ça va devenir une dictature. Donc, j'ai essayé de vous, d'une part, de vous décourager, mais d'autre part, de vous donner un espoir, parce que depuis le 7 novembre, on n'arrête pas, avec mes collègues palestiniens, que ce soit les combattants pour la paix, que ce soit avec un Land for All, une terre pour tous, que ce soit avec Ruth, des Joudour, habitations communes, on essaye de changer la réalité, de la réalité sur place. Il faut comprendre que derrière ces colons, il y a un gouvernement. Il y a un gouvernement. Et la communauté internationale, c'est des lâches. Personne ne veut prendre le risque. Personne ne veut mettre ses mains, que ce soit dans la boue de Gaza ou dans la boue de la Cisjordanie. Je ne parle pas de boycott. Le boycott, ça ne sert à rien. Au contraire, ça renforce la société israélienne. Le boycott dans le judaïsme, c'est quelque chose de très très grave. On ne fait pas un boycott comme ça. Et on n'est pas dans les années 70 où on pouvait faire le boycott de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, on est dans un monde global, un grand village. On ne sait pas d'où viennent les marchandises. Et je vais vous donner juste une histoire. À Jéricho, les Palestiniens ont ouvert une fabrique pour empaqueter leurs produits, pour les envoyer l'exportation. Les colons apportent leurs marchandises dans cette usine. Les Palestiniens empaquetent les produits des colonies, ils mettent là-dessus Made in Palestine et bye bye le BDS. On ne peut pas aujourd'hui lutter par un boycott. Et moi, je suis contre quelque chose qui est négatif. Vous voulez, soyez positif. Venez dormir dans les villages palestiniens pendant la cueillette des olives. Venez dormir dans les champs d'oliviers pour que les colons ne puissent, les délinquants des collines ne puissent pas accéder et mettre le feu ou voler les olives. Donc, il faut faire des choses positives et non pas des choses négatives. Ça braque. Et ça braque même des gens comme moi, qui militent depuis plus de 30 ans. Quand j'entends, on met tous les Israéliens dans le même panier. C'est comme les Israéliens ont tendance, certains Israéliens ont tendance à mettre tous les Palestiniens dans le même panier. Les enfants de 6 ans, c'est Hamas. Ils ont le potentiel de devenir Hamas, mais ils ont le potentiel de devenir des médecins, des ingénieurs, des architectes, des écrivains, des poètes, ça aussi. Alors, nous, ce qu'on essaye de faire,
avec des gens comme Ali Abou Awad, de l'organisation Tagrir. Tagrir, ça veut dire changement. On est en train de former une jeune génération de Palestiniens qui seront les prochains politiques. On essaie, par exemple, de lutter pour la libération de Marwan Barghouti, parce que c'est le prochain leader. Ça fait plus de 20 ans qu'il est en prison. Il a reçu le tampon kasher. Il est kasher. C'est un pragmatique, c'est un laïc. Il ne fait pas partie d'aucun mouvement musulman. Donc, voilà, c'est ce que nous faisons. Et nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble. Et pendant ces 2 dernières années, nous faisons le trajet vers la France, vers l'Allemagne, vers l'Italie, vers l'Europe, vers les États-Unis, le Canada, pour émettre une autre voix. Ne soyez pas pro-palestinien ou pro-israélien. Soyez pro la paix. Et œuvrez pour la paix. Parce que quand vous êtes pro-palestinien, vous êtes contre les Israéliens. Quand vous êtes pro-israélien, vous êtes contre les Palestiniens. Et nous, ce qu'on veut, on veut une réconciliation. Et un partage. Et même s'il faut évacuer des colonies, Sharon l'a déjà fait, mais ça doit être avec un accord des 2 côtés. Ça ne peut pas être unilatéral. C'est pour ça que ça a échoué dans la bande de Gaza quand il y a eu l'évacuation. Je vais m'arrêter ici. Et si vous avez des questions... Alors, je ne sais pas comment on fait pour les questions. Il y a rien de... Allez-y alors. Oui, mais bonsoir. En fait, je ne voulais pas prendre la parole en premier, mais je pense que je suis la seule représentante de la communauté musulmane. Donc, je vous ai écouté avec attention et pour moi, votre message me parle, puisqu'il s'agit de paix. Et comme vous avez dit, nous sommes les enfants d'Abraham, donc moi je suis votre cousine, puisque je descends d'Ismaël. Même si on descend, enfin, pour moi on descend tous du même homme, Adam. Et il est vrai que moi, quand je suis allée dans les manifestations palestiniennes, moi j'ai jamais dit je suis pro-palestinienne, mais pro-justice en fait. Voilà. Et c'est vrai qu'à mon niveau, je ne sais pas comment faire. Là, je fais partie d'un groupe interreligieux de Voiron et nous venons de faire justement un voyage à Rome en tant qu'interreligieux et dans ce groupe il y avait 6 musulmans, 6 juifs, peut-être pour la plupart pas pratiquants mais bon 6 juifs, 2 bouddhistes et 10 chrétiens. Et franchement, on a partagé des bons moments et nous sommes tous, nous œuvrons tous pour la paix justement. Et moi, si j'avais la possibilité d'aller en Israël, en Palestine, je vous seconderais, je vous aiderais justement. Mais bon, là, j'ai pas les moyens d'aller en Palestine. Peut-être que je me ferais refouler par Benjamin, vu mon nom. Mais enfin, j'essaie à mon niveau, voilà, en tous les cas, ce n'est pas ce qui ressort des manifestations, qu'elles soient pro-palestiniennes ou pro-israéliennes.
Ce qui ressort, c'est une haine. Certainement, il y a toujours des écarts, il y a toujours des gens. Non, c'est pas des gens, c'est l'atmosphère qui ressort de ces manifestations. C'est que moi, en tant que juive, je n'ai aucun droit à être là-bas. C'est ce qui ressort en fait, c'est l'annihilation de l'État d'Israël. Pas pour moi. Oui, voilà. Pas pour moi. Non, mais pas pour moi. Et en plus, ce que vous disiez tout à l'heure, que comme on se retrouve dans des points en tant que religieux, en temps de guerre, on ne doit pas s'en prendre aux civils. Mais la plupart des gens ne sont pas des religieux. La plupart des gens avec qui je l'entends, parce que moi j'ai participé au tout début des manifestations, c'était au tout début, ensuite j'en ai plus fait, et quand j'entendais des fois des choses qui ne me plaisaient pas, j'allais le dire aux gens justement concernés. Ne pensez pas que tous les gens qui sont allés manifester pour les Palestiniens sont dans cet ordre-là. Même si des fois il y avait des gens qui disaient des choses très négatives et de haine, je l'entends, mais pas pour ma part. Voilà, et donc je disais même que nous, en tant que musulmans, nous aussi, on n'affame pas le peuple, on ne tue pas les gens, on n'arrache pas les arbres, on n'empoisonne pas les puits. Il n'y a pas d'empoisonnement de choses. Non, mais je veux dire. Est-ce que voilà. Je raccroche. Ce qui s'est passé en France et que nous n'avons pas accepté, c'est le fait qu'au lendemain, les affiches du petit Liban s'étaient tout arrachées et que quand il y a eu des manifestations de femmes, les femmes des associations de femmes s'en sont fait exclure. Aucune association féministe en France n'a condamné les viols des femmes israéliennes dans les kibbutzim le 7 octobre. Aucune. Personne. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, madame, pour votre message de paix, tellement important. Moi, j'ai travaillé pendant quelques années à la ville de Grenoble. Je m'occupais du jumelage avec Réhoboth. Et je m'occupais également du jumelage avec Bethléem. Donc, je suis allée pendant une dizaine d'années de chaque côté. J'ai pu observer. J'avais toujours du mal en revenant. J'écoutais des chansons en yiddish pour me remettre de mes émotions. Parce que je me disais, tout le monde aime ses enfants, tout le monde a besoin d'amour, tout le monde en est capable. Alors merci madame pour ce message très positif. En même temps, ça me fait frémir quand je vous entends dire que Gaza sera partagé en deux. Ça me fait vraiment mal. Je sais déjà comment ça se passait en Cisjordanie. Au fur et à mesure des années que j'allais là-bas, autour de Bethléem, je voyais chaque année une colonie de plus. Je voyais des impacts de balles dans les maisons de mes amis palestiniens. Je me demandais comment on pouvait vivre ça. Aujourd'hui, je n'imagine même plus, parce que je n'y suis pas retournée. C'est bien pire. Voilà, je souhaite de tout cœur qu'un jour quelqu'un sera aussi fort que Yitzhak Rabin. Pensons à lui. J'espère que les Israéliens auront un jour un gouvernement à la hauteur de leurs espérances et de l'espérance du monde entier en fait, parce que à continuer ce genre de situation, je crains bien fort que les pauvres Israéliens auront toujours à subir des haines. Ça ne s'arrêtera jamais si on continue comme ça. Voilà. Merci madame.
qu'on a beaucoup besoin de nous entendre. Moi, j'ai deux questions très précises à poser, voire même une troisième. La première, c'est en tant que Français aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire puisque en fait vous avez critiqué à juste titre parfois le positionnement de nos présidents, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Première chose. Deuxième chose, quelle issue vous voyez à ce marasme en fait? Imaginons, espérons qu'à un moment le gouvernement d'extrême droite s'en aille. Comment est-ce qu'on reprend les choses? Par quel bout on les reprend pour arriver à construire quelque chose avec les Palestiniens? Est-ce que je peux juste compléter avec une troisième question du même ordre? Quelle est votre perception de l'avenir à moyen terme? Quand on voit tous ces enfants qui ont été tellement meurtris, qui ont perdu un parent, qui ont perdu un frère, et qui ont été éduqués dans la haine du juif. Et de l'autre côté, les Israéliens qui méprisent à ce point les Palestiniens. Comment vont-ils grandir dans 10 ans, dans 20 ans? Que sera leur haine? Est-ce qu'ils ne vont pas recommencer tout simplement une guerre qui n'en finira peut-être jamais? Quelle est votre perception? Que faut-il faire? Est-ce qu'on peut éduquer ces enfants pour faire tomber un peu la haine? Est-ce qu'on peut les éduquer à une réconciliation? Ça a été une belle réconciliation entre Français et Allemands après la Deuxième Guerre mondiale. Mais est-ce que c'est possible au Proche-Orient? Alors, bien sûr que c'est possible. Mais il faut tout d'abord faire une séparation. Pour l'instant, on a un gouvernement qui élargit les colonies, qui prend encore du territoire, encore du territoire, encore du territoire. Donc, les Palestiniens, ils ne voient pas de perspective. Ils ne voient pas une perspective d'un État palestinien. Okay? Donc, ça c'est premièrement. Deuxièmement, c'est les programmes qu'on enseigne à l'école. Aussi bien chez les Palestiniens que chez nous, dans les écoles en Israël. Donc il faut mettre ici tout un programme différent, mais qui soit et du côté palestinien et du côté israélien. Mais pour l'instant, on a deux gouvernements qui ne se parlent pas. On a un gouvernement qui ne veut pas, qui veut s'accaparer de toute la Cisjordanie. Au niveau idéologique. Pour eux, c'est la terre qui a été promise à Abraham, Isaac et Jacob. Et ils ne regardent même plus l'État d'Israël. Pour eux, il faut fonder le royaume du roi David avec le temple, le troisième temple. C'est ça leur vision. C'est des messianiques, c'est-à-dire pas les messianiques qu'on connaît. Non, c'est des juifs qui prônent la suprématie juive et qui veulent. Ils ne vont pas s'arrêter en Cisjordanie. Ceux qui connaissent la Bible. Maintenant, du côté palestinien, il y a aussi une tendance pareille. Ok? Mais il faut comprendre que ce sont la minorité, et du côté israélien et du côté palestinien. Ce n'est pas la majorité. Qu'est-ce que pense la majorité? Alors, la majorité, elle est silencieuse des deux côtés. Elle est silencieuse. Et quand je travaille beaucoup avec les académies pré-militaires, parce que je me suis dit, c'est une année, ils sont juste avant l'armée, c'est là où il faut les attraper, et je les emmène. Pour la première fois, ils rencontraient un Palestinien. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Pour la majorité des Israéliens, ils n'ont pas mis le pied en Cisjordanie. Est-ce que les médias sont Les médias, alors, ce qui s'est passé à Gaza, la majorité
fois, la politique menée par le gouvernement actuel d'Israël m'épouvante et m'effraie. Alors Israël est né dans la violence, qui ne date même pas de 48, qui date même d'avant, si on veut, des allégations de Balfour, encore avant. Même dans l'entre-deux-guerres, il y a eu des milliers de victimes des deux côtés, d'ailleurs. Pas des milliers, il n'y avait pas de millions en Israël. Non, mais est-ce qu'on peut reprocher honnêtement cette violence originelle à Israël? Non, parce que tous les États du monde sont nés dans la violence, tous, à part l'Islande, les pays qui sont arrivés, il n'y a personne, il n'y a pas eu de violence. Tous les États sont nés dans la violence. Alors ça veut dire que nous aussi on doit être dans la violence. C'est qu'à un moment donné, il faut sortir de la violence pour s'installer dans une normalité, je dirais, juridique. Et ce à quoi Israël n'est jamais parvenu, et il aurait fallu le faire au plus tard, en 1967, installer, normaliser les rapports d'abord avec les Palestiniens, ensuite avec les pays voisins. Ben Gurion a déclaré un jour qu'il voulait faire d'Israël un État normal, je cite, avec ses prostituées et ses voleurs. Ses voleurs et ses prostituées. Je ne sais pas si les voleurs et les prostituées entrent là dans la définition d'un État normal, mais dans la définition d'un État normal, entre le respect du droit international, le respect des frontières, ça oui, qui sont autant de conditions de la paix, et éventuellement le respect de l'ONU. Il n'y a pas dans le monde un État qui lui dépend autant de l'ONU qu'Israël. Même la Corée du Nord est plus respectueuse de l'ONU. Ce sont pourtant des conditions de la paix, s'installer dans une normalité juridique, notamment avec ses voisins. Et c'est ce qu'Israël n'a pas encore réussi, à part peut-être s'accrocher qui a eu cette ambition, mais il a été arrivé en plein élan. Alors, une dernière chose, Netanyahou a récemment déclaré qu'il entendait faire d'Israël une super star. Ça m'a bien étonné, ça m'a tellement étonné que j'en ai fait un article qui va paraître dans le monde diplomatique très prochainement. Mais j'ai rappelé dans cet article que même Sparte, qui était la puissance militariste par excellence, a fini par être vaincu, sombrer dans le néant. Et tous les États qui misent leur destin entièrement sur leur force militaire sont un jour une légitimité vis-à-vis. Donc, il faudrait que Israël s'installe un jour dans la normalité juridique. Voilà. Écoutez, si on rentre dans l'histoire, on en finit pas. Oui, alors moi je dis, il y a un moment où il faut dire stop. Maintenant, on arrête de penser qu'est-ce qu'il y avait la déclaration Balfour, qu'est-ce qu'il y avait à 48, qu'est-ce qu'il y avait à 67, qu'est-ce qu'il y avait en 56. Maintenant, on a une chance de résoudre ce problème, de résoudre le conflit. Alors moi, je n'ai pas envie d'aller en arrière. Il faut reconnaître les torts du passé, aussi bien du côté des Israéliens que du côté des Palestiniens, parce que, comme on dit chez nous en yiddish, it takes two to tango. Pour danser le tango, il faut être deux. Et il n'y a pas un côté ou l'autre côté. Il y a des torts qui ont été, des erreurs qui ont été commises par les deux côtés. Okay? Donc, il faut dire, on brasse une ligne, on commence à faire un processus tout d'abord, de reconnaissance, un processus de réconciliation. La France et l'Allemagne, ça a pris des années jusqu'à ce qu'elles se réconcilient. Il ne faut pas oublier ça non plus. Mais pour l'instant, en Israël et en Palestine,
on n'a pas les gouvernements actuellement, ni Mahmoud Abbas, ni Netanyahou, ne vont pas mettre fin à ce conflit. Et il y a tellement d'intérêts internationaux, parce que la communauté internationale, quand elle veut mettre fin à un conflit, Kosovo, l'ex-Yougoslavie, en 48 heures, le conflit était terminé. Ok? Pardon? Oh non, madame, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas laisser. Écoutez, Quand la communauté internationale veut mettre fin à un conflit, elle sait le faire. mais pas en un mois. Oui, C'est une manière de parler, ok? C'est bien sûr que c'est en un mois, mais c'est une manière de parler, de dire que lorsque la communauté internationale veut terminer un conflit, elle sait le faire. oui, moi J'ai j'ai la parole, donc je voulais dire que je ne voulais pas les laisser dire dans les manifestations, enfin, on peut dire pro-palestiniennes, employer ce mot. En disant ce mot, moi j'ai beaucoup d'amis israéliens qui sont dans les manifestations et qui ne sont pas, comme vous dites, voilà. Donc je voulais leur rendre hommage aussi, parce qu'ils sont pour la paix. Voilà. Je voulais aussi vous dire que je suis allée en Israël à la première intifada. Moi, à Gaza, j'ai visité les camps. D'accord? Bon, je suis pour la paix. Je fais partie depuis de nombreuses années de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Ces femmes, pendant la guerre de 18, en 1915, elles sont allées voir tous les belligérants européens pour dire arrêtez le carnage. D'accord? Donc il existe une Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté à Israël. Et moi je les ai vues, ces femmes en noir, et qui manifestaient sur la place de France. Hein? Et quel est le résultat? À Jérusalem. Quel est le résultat? Et il y a une Ligue internationale des femmes palestiniennes. Et donc, elle dialogue. Vous n'en parlez pas. Je peux vous dire aussi que nous luttons pour. Il existe une résolution, elle s'appelle 1325, pour que les femmes, puisque vous en avez parlé, pour que les femmes soient incluses dans les comptes, pour négocier la paix. Puisque à l'heure actuelle, ce sont que les hommes qui font la guerre. C'est exactement ce que je dis. Voilà. Mais cette résolution, elle a plus de 30 ans et elle n'est pas appliquée. Pas appliquée. Et voilà le bagarre. Moi, je trouve que je suis pour la paix, c'est pour ça que je suis venue vous entendre, parce que je vous dis que nous la dialoguons. Moi, j'ai connu aussi comment on appelle ça, puisque les chrétiens, il y a beaucoup d'orthodoxes, il y avait un représentant, nous l'avons vu aussi, voilà. Mais moi, j'ai vécu la colonisation algérienne, et je peux vous dire que ça a été la colonisation cisjordanienne. J'habite à Villeneuve et il y a des jeunes qui sont venus nous expliquer ce qu'ils vivaient, les jeunes palestiniens, justement, ce que vous racontez, c'est-à-dire qu'il y a des rues qui sont réservées aux colons et ils ne peuvent pas, ils ont énormément de mal à continuer leurs études. C'était tous des jeunes qui faisaient des études universitaires et ils ne pouvaient pas se rendre là où ils pouvaient. Il y avait des gens d'Hébron. Moi, je suis allée à Hébron et nous n'avons pas pu rentrer. Parce qu'il existait une association pour la paix à la Villeneuve et nous allions visiter des familles palestiniennes que nous soutenions, que nous aidions. Voilà.
Et je n'ai pas pu, on n'a pas pu rentrer à Hébron parce qu'il y avait eu des accrochages. Voilà. Donc, je ne parle pas comme ça dans l'air. Il y a des tas de choses que j'ai vécues. Et je voulais en témoigner, je voulais vous remercier. Parce que moi, j'ai rencontré en Israël, justement, tous vos collègues qui œuvraient pour la paix. Voilà. Donc, je voulais vous remercier. S'il vous plaît, monsieur, laissez parler notre intervenante qui vient de loin. Ce que j'ai essayé de vous dire, la première phrase, c'est que j'ai 20 minutes, maintenant c'est un peu plus, mais je ne peux pas faire allusion à toutes les centaines d'organisations qu'il y a en Israël et en Palestine. Donc j'ai essayé de choisir quelques exemples qui sont déjà sur place depuis, un exemple qui est déjà depuis presque 24 ans sur place, et l'autre, une nouvelle initiative que j'ai essayé de vous en parler sur ce que nous sommes en train. Merci, je n'ai pas critiqué. Je ne vous ai pas coupé la parole, ne vous coupez pas la parole. Une nouvelle initiative, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de changer la réalité à Gaza? Je vous propose qu'on prenne une dernière intervention de monsieur, que vous fassiez des propos conclusifs. Vous êtes tous attendus par le service du protocole dans le hall d'à côté, et je suis sûre que les échanges seront aussi nombreux autour du verre qui vous est préparé ici. Oui, et je suis désolé d'intervenir alors que je suis arrivé très en retard. Je crois que votre discours a été centré sur une perspective optimiste et, espérons, pragmatique de comment avancer sur le chemin de la paix. Par rapport à ce que vous disiez, il faut laisser derrière l'histoire, ne pas y penser. Mais il y a un livre que vous avez peut-être évoqué, c'est le livre de Ben Soussan sur naissance du problème israélo-arabe, 1870-1950. On voit toutes les tentatives, tout ce qui s'est passé, parfois de façon très dramatique, et comment il y a une répétition perpétuelle. Et comment encore aujourd'hui la répétition se fait. Donc, si on veut sortir de la répétition, alors là je vais dire un peu n'importe quoi, il faut peut-être imaginer une autre voie. Et quelque chose de très beau, je veux dire, il y a peut-être que les extrémistes, s'ils se décidaient à parler entre eux, qui pourraient avancer. Car comme le disait Madame, nous sommes juifs et musulmans, les enfants d'un même père, Ismaël et Isaac. Et le problème perdure. Il s'est inscrit dans l'inconscient collectif. Et on ne sait plus où sont les racines. Les racines, c'est de se dire qu'il faut sortir de ce mythe, mais qui n'est pas un mythe en soi, de la terre promise. Parce que face à ce mythe, ce qui ressort chez les musulmans fanatiques, c'est la haine promise. Il y a une promesse des deux côtés. Et je pense que seulement si un jour on avait ce miracle, que les extrémistes des deux côtés se disent « Mais on déconne, on vient du même père, regardons comment on peut vivre en paix et partager le don qu'Abraham a fait au monde, de cette révélation que les choses pourront avancer et peut-être de façon définitive, car autrement on ne voit que perpétuellement la répétition des mêmes problèmes auxquels malheureusement le peuple juif est habitué. » Moi, j'aimerais quand même terminer sur un ton plus... C'est pas que je n'ai pas été positive, moi je suis une optimiste et on ne peut pas, quand on vit au Moyen-Orient, on ne peut pas être pessimiste. On ne peut pas vivre si on est pessimiste. On doit constamment œuvrer vers un positivisme et politique, et culturel, et religieux.
celle en France, qui est soi-disant un État laïque. La France a beaucoup changé depuis les années 70-80. Beaucoup. Donc, et les laïcs ne comprennent pas qu'il y a un facteur très important, un facteur religieux très important dans le conflit israélo-palestinien. Parce que quand ces extrémistes disent toute la terre est à nous, et de l'autre côté vous avez les extrémistes qui disent toute la terre est à nous, on peut pas changer. Alors, moi je ne peux pas parler avec des gens qui sont messianiques, qui disent c'est les prophéties des derniers temps. Moi, ce que je retire du judaïsme, ce sont les valeurs humanistes. Okay? Et c'est dans ce sens que je milite. Okay? C'est en puisant dans les valeurs humanistes qu'il y a dans la tradition juive. Et mes collègues dans la tradition musulmane, je vous citais quand on était à la commémoration de Rabin, quiconque détruit une âme, c'est comme si qu'elle détruisait. Le même texte se trouve dans le Coran, à la Soura 5. Ouvrez le Coran, Soura 5, vous allez trouver. Quand les Palestiniens me disent, ou les Français me disent, vous êtes comme en Algérie, c'est pas en Algérie. C'est pas la même chose. Ne confondez pas les conflits. Les Français n'avaient aucun attachement, ni religieux, ni culturel, ni territorial à l'Algérie. Ouvrez la Soura numéro 1 dans le Coran, la Soura El-Baqara, et vous allez voir, le prophète lui-même qui dit, c'est la terre où on est, c'est la terre qui appartient aux Juifs. Du moins, une partie, puisqu'il y avait aussi des... Ok? Donc, moi, je suis pour le compromis. Pas toute la terre est la mienne, pas toute la terre est aux Palestiniens. Divisons. Et de nouveau, moi, je prends l'exemple d'Abraham. Il y a une dispute entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Ok? Deux camps qui se... Et Abraham prend Lot et il lui dit, écoute, on est de la famille, on est de la même famille. Alors arrêtons de se disputer. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. C'est-à-dire c'est le compromis, c'est le partage. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est un partage équilibré avec un État palestinien viable, avec une continuité territoriale, et parce qu'autrement, nous on a dépassé déjà la guerre des 100 ans que vous avez eue. On l'a déjà dépassé. Alors on peut continuer à perdre nos enfants encore une génération, encore une génération, ou on peut se dire, ça suffit, il faut arriver à un compromis. Alors moi je voudrais terminer juste par quelques phrases qui ont été écrites par un poète israélien. Et ces phrases, c'est un très long poème, je lis juste deux couplets. Réjouis-toi, car j'ai la foi en la personne humaine. En elle, j'y crois. Car mon âme aspire à la liberté. Je ne l'ai pas vendue au veau d'or, car je mets encore foi en l'humanité, dans son esprit grand et audacieux. Et je garderai foi en l'avenir, même si le jour n'est pas encore venu. Cela viendra sûrement lorsque les nations vivront toutes en paix, bénies.